J'ai encore le souffle coupé, une boule au ventre et une sensation vertigineuse qui ne me lâche pas depuis que j'ai tourné la dernière page de cette histoire. Ah, je te comprends tellement. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'expérience est tout simplement extraordinaire. Elle prend aux tripes. Il s'agit de Sérotonine de Michel Houellebecq. Ouais, c'est une immersion brutale et totale dans la détresse psychologique d'un homme face à l'effondrement silencieux de notre monde moderne. Foudroyant. Au centre de tout ça, il y a Florent-Claude Labruste, 46 ans, ingénieur agronome. On le cueille au moment précis, presque clinique, où il décide de s'évaporer. De rayer sa propre existence de la carte en quittant tout du jour au lendemain. Un homme qui a absolument tout pour réussir selon les standards de notre époque, mais qui organise méticuleusement sa propre prison et sa descente aux enfers. C'est complètement fou, non ? Totalement. Parce que cette fuite en avant n'est pas une simple crise existentielle. Non, c'est un compte à rebours angoissant où chaque décision le rapproche soit d'un salut inespéré, soit d'une chute mortelle, en chute libre, à 159 km/h. Le plus troublant, dès le départ, c'est justement cette froideur mathématique. On n'est pas face à quelqu'un qui claque la porte sur un coup de sang hurlant. Pas du tout. La désertion de Florent-Claude, elle est pensée avec la rigueur d'un comptable qui liquide une entreprise. Et cette entreprise, c'est sa propre vie. Il observe son quotidien de l'extérieur. Il évalue les dégâts et il se retire tout simplement du jeu social. Et on plonge d'ailleurs très vite dans le cauchemar de son quotidien parisien pour comprendre ce qui déclenche ça. Il vit avec Yuzu, une jeune japonaise, et l'ambiance dans leur appartement est d'une froideur absolue. Glacial. On est super loin de la romance. Elle voue une sorte de culte étrange à la Tour Totem à Paris, ce grand bloc de béton brutaliste, et leurs rapports intimes sont décrits comme purement sordides. Sordide et mécanique, ouais. C'est ça, dépourvu de la moindre once de tendresse. Florent-Claude est physiquement là, mais intérieurement, il a déjà quitté la pièce depuis des années. En fait, c'est une grève. Une grève générale de l'existence. Exactement. Alors, l'ingénieur agronome passe à l'action, il vide ses comptes, il réunit ses 700 000 € d'économie, pose sa démission au ministère de l'Agriculture et raie son carnet d'adresses. Et il s'enferme dans un hôtel Mercure. Et le détail qui tue. Vas-y. Il choisit cet hôtel précisément parce que c'est l'un des tout derniers à Paris qui autorise encore ses clients à fumer dans les chambres. Ce repli stratégique dans un hôtel standardisé, sans armes, c'est le symbole parfait de ce qu'il est en train de faire. Il refuse de continuer à jouer un rôle dans une pièce de théâtre moderne qu'il trouve profondément absurde. Mais pour tenir le coup dans cette chambre d'hôtel, pour pas sombrer immédiatement, il a besoin d'une béquille. Le fameux Captorix. Voilà. Et il ne s'agit pas d'un détail de l'histoire, si véritablement le pilier central de sa nouvelle condition de fantôme. Le Captorix est un antidépresseur de nouvelle génération. La façon dont son effet est décrite est fascinante, parce que ce petit comprimé blanc ne guérit absolument rien. Il ne fabrique pas de la joie. Non. Il se contente d'interpréter la réalité. C'est comme mettre un casque à réduction de bruit sur sa propre âme, en fait. Le médicament force la production de sérotonine juste assez pour accomplir le minimum syndical humain. Prendre une douche, remplir un papier administratif, descendre acheter des cigarettes. Il maintient la machine corporelle en marche. Mais il met le reste sur pause. Il transforme l'angoisse terrifiante du vide en une série de petites formalités tolérables. C'est une armure chimique. Sauf que, ce pacte avec le diable a un prix. Et la facture est exorbitante. La castration chimique ? Totale. Le taux de testostérone de Florent-Claude s'effondre littéralement, sa libido disparaît. Il sacrifie l'essence même de son humanité, son désir, sa force vitale, pour s'acheter une forme d'anesthésie. Il fait le choix conscient de ne plus vivre, uniquement pour éviter de mourir dans l'immédiat. Et la caution médicale de tout ça est d'un cynisme hilarant si c'était pas aussi tragique. Ah oui, le docteur Azote. Son médecin incarne la réponse délirante de notre époque face à la dépression. Lors d'une consultation, Florent-Claude envisage d'arrêter le traitement. Et le médecin lui explique très calmement que s'il fait ça, son taux de cortisol, l'hormone du stress, va monter en flèche. Et qu'un chagrin d'amour sans filtre chimique peut littéralement provoquer une mort par arrêt cardiaque. C'est fou. Et la solution médicale du docteur Azote, il faut faire monter les endorphines et la dopamine par une activité sexuelle intense. Il lui prescrit, presque sur ordonnance, d'aller voir des prostituées. Il lui donne même les prénoms de certaines escortes. Cette scène illustre l'impasse totale dans laquelle l'homme moderne se débat dans ce récit. Face à une véritable agonie spirituelle, la seule bouée de sauvetage tendue par la société, c'est une transaction. Qu'elle soit chimique, avec une pilule, ou financière, avec une escorte. Exactement. On traite un effondrement de l'âme humaine comme un simple voyant rouge sur un tableau de bord de voiture. Il manque de la dopamine ? Achetez-en.
Il n'y a plus aucun espace pour la transcendance, le deuil ou la reconstruction psychologique. Tout est réduit à des échanges biologiques et économiques. Et cette froideur des chiffres, cette logique de rentabilité destructrice, Florent Claude va se la prendre de plein fouet en quittant Paris pour la campagne. Le décor change radicalement. Fini l'hôtel parisien, direction la brume de la Normandie. Il part retrouver un vieil ami d'études, Aymeric d'Harcourt, Hollande. Et sur le papier, Aymeric est l'antithèse absolue de Florent Claude. C'est un aristocrate qui a tourné le dos aux carrières parisiennes pour reprendre les terres familiales et devenir éleveur laitier. Et pas n'importe comment. Il fait du bio, il respecte des cahiers des charges stricts, il a 300 vaches normandes qu'il met au pâturage, il bosse comme un fou, il investit, il représente vraiment l'idéal de l'agriculteur vertueux. Pourtant, quand Florent Claude débarque dans son château, il trouve un homme financièrement ruiné et au bord du gouffre psychologique. Et l'histoire bascule ici de la tragédie intime à la tragédie collective. Oui, le destin d'Aymeric, c'est la démonstration implacable d'un système qui broie les individus. Le récit s'attarde beaucoup sur les mécanismes économiques invisibles qui condamnent cet éleveur. Aymeric fait tout parfaitement selon les règles de l'éthique, mais il est balayé par la macroéconomie. C'est ça. Avec la fin des quotas laitiers imposés par Bruxelles, le marché est inondé. Et avec les accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur, le lait de qualité d'Aymeric est mis en concurrence directe avec celui d'immenses fermes-usines à l'autre bout de la planète. Et le pire, c'est que Florent Claude comprend exactement ce qui se passe, puisqu'il était de l'autre côté de la barrière. En tant qu'ancien négociateur pour le ministère, il sait comment ça marche dans les couloirs opaques des institutions. Il raconte avec un détachement glaçant que les politiques ne défendent pas des modes de vie ou des terroirs. Non, ils font de l'arithmétique pure. On sacrifie l'élevage normand pour pouvoir vendre des voitures ou des téléphones portables à un autre continent. C'est un échange de lignes sur un tableau Excel. Dans cette vision du monde, le libre-échange fonctionne comme un immense plan social, mais un plan social totalement silencieux et invisible. Les agriculteurs ne ferment pas une immense usine d'un coup avec les caméras de télévision devant. Ils font faillite un par un, isolés dans leurs fermes, rongés par les dettes et la vente. Et la spirale infernale s'accélère pour Aymeric. Sa femme ne supporte plus cette vie de sacrifice perpétuel et de déclassement. Elle le quitte pour un musicien londonien et surtout, elle emmène leurs 2 petites filles. Le coup de grâce. Aymeric reste seul dans cette immense bâtisse glaciale qui tombe en ruine. Il se réfugie dans l'alcool. On sent la tension monter, on sent que tout ce désespoir silencieux de la campagne va finir par déborder. Et ça donne lieu à l'une des scènes les plus apocalyptiques de l'histoire. Le blocage de l'autoroute. On quitte la simple manifestation syndicale pour entrer dans une véritable insurrection rurale. C'est visuellement terrifiant. On imagine la nuit noire et soudain, ces immenses machines agricoles, ces moissonneuses et ces tracteurs qui bloquent les voies, parfois en feu. Des monstres d'acier rougeoyants. Face à eux, les forces de l'ordre, les CRS. Et au milieu, des éleveurs qui n'ont plus rien à perdre et qui sont venus avec des fusils. C'est le point d'ébullition d'une colère trop longtemps ignorée. Ce qui frappe dans cette scène de confrontation armée, c'est la position de Florent Claude. Il est présent, il voit son ami au milieu du chaos, et il est totalement paralysé. Il est l'incarnation de l'impuissance de l'individu moderne. Il a les connaissances techniques, il comprend les enjeux économiques mieux que quiconque, mais il ne peut strictement rien faire pour enrayer la machine qui est en train de détruire son ami. Aymeric finit par commettre l'irréparable, transformant son désespoir en un acte de sacrifice public vertigineux. Et voir son dernier véritable ami disparaître ainsi, ça finit de briser Florent Claude. Il se retrouve seul face au vide et le récit bascule alors dans l'exploration de ses souvenirs amoureux. Parce que, privé d'avenir, il se tourne vers le passé de manière obsessionnelle. Il repense aux femmes qu'il a aimées et qu'il a laissées partir par pure apathie. Il y a eu Kate, cette étudiante danoise solaire. Il se revoit sur un quai de gare à Francfort. Elle est dans le train. Elle le regarde, il suffirait d'un geste pour la rejoindre, mais il reste planté là. Incapable d'agir. Et puis, la blessure la plus profonde, c'est Camille, une jeune vétérinaire avec qui il a partagé une petite maison en pierre dans le village de Clécy. Là-bas, il le dit lui-même, il a touché au bonheur absolu. Quelque chose d'évident, de simple. Et c'est précisément là que l'histoire prend toute son envergure philosophique. Le récit pose l'amour romantique comme la seule et unique transcendance possible dans la société contemporaine. Dans un environnement écrasé par le capitalisme cynique, où les campagnes meurent et où les grandes villes ne sont plus que des décors pour la solitude, l'amour apparaît comme le dernier refuge. La seule force capable d'arracher l'individu à sa condition d'animal économique pour lui donner une véritable raison d'être. Sauf qu'il a tout saboté.
Il a trompé Camille bêtement, par lâcheté, par faiblesse, détruisant instantanément cet écosystème parfait. Et c'est le drame universel du temps qui est exploité ici. La grande tragédie humaine, telle qu'elle est racontée dans cette histoire, c'est la loi du trop tard. Le temps agit comme une force de destruction massive qui dévore les secondes chances. L'être humain prend bien souvent conscience de la valeur inestimable de l'amour au moment exact où ce dernier est définitivement hors de portée. Ce regret le ronge tellement que son cerveau, déjà malmené par la dépression et le Captorix, commence à dérailler gravement. Il décide de retrouver la trace de Camille. Il découvre qu'elle habite toujours dans la région, au bord du lac de Rabodange. L'ambiance devient moite, brumeuse. Florent Claude se cache dans la forêt comme un prédateur et il l'observe à la jumelle. Il voit qu'elle a plus ou moins refait sa vie. Et surtout, il voit qu'elle a eu un enfant, un petit garçon de 5 ans. C'est à ce moment-là que l'histoire nous emmène sur une ligne de crête terrifiante. Florent Claude a acheté un fusil de précision, un Stermannlicher. Il se poste dans les bois, il épaule l'arme et il regarde dans la lunette. On est au cœur des ténèbres de la psyché humaine. Exactement. Il a ce petit garçon de 5 ans en plein milieu du viseur. Et dans sa tête, ce n'est même pas de la méchanceté pure ou de la haine. C'est pire. C'est une logique mathématique froide et implacable générée par sa maladie. Il se dit que si ce petit garçon existe, il représente le dernier lien de Camille avec son ancienne vie. Donc, s'il élimine l'enfant, l'équation se simplifie et mathématiquement, il aurait une chance de récupérer Camille. C'est une scène qui prend à la gorge parce qu'elle oppose deux forces symboliques contraires d'une violence inouïe. Dans le viseur, on a l'innocence incarnée, un enfant absorbé par la construction d'un puzzle. Ce puzzle, c'est la métaphore évidente d'une vie qui commence, d'un avenir en train de s'assembler pièce par pièce. Et de l'autre côté de la lunette de tir, on a Florent Claude. Un homme au crépuscule de son existence, émotionnellement asséché, réduit à l'état de machine par les antidépresseurs. L'aliénation est poussée à son paroxysme. La dépression l'a tellement coupé de l'empathie naturelle que le meurtre d'un enfant innocent n'est plus perçu comme un acte monstrueux, mais simplement comme la résolution d'un problème logistique pour retourner dans le passé. Heureusement, la ligne rouge n'est pas franchie physiquement. Il baisse l'arme. Mais psychologiquement, le mal est fait. Il sait qu'il a été capable d'envisager cette horreur. Il comprend qu'il ne pourra jamais revenir en arrière, qu'il ne récupérera jamais Camille, et que son paradis est définitivement fermé. Alors, il bat en retraite une dernière fois. Il retourne se terrer à Paris. Et la description de cet enlisement final est étouffante. Il loue un studio minuscule et sordide dans une tour du 13e arrondissement, un endroit où l'on n'est pas censé vivre, mais juste être stocké. Il avoue lui-même qu'il n'habite nulle part. Il est physiquement présent dans la capitale, mais socialement et humainement, il a cessé d'exister. Et pour combler l'angoisse de ces journées interminables dans cette boîte en béton, il se lance dans une activité qui frôle la folie douce, le mur de photos. Il imprime des centaines de photos de sa propre vie. Pas de grands moments héroïques, juste des scènes banales de son passé, et il les colle de manière frénétique sur les murs de son studio. C'est le geste désespéré de quelqu'un qui essaie de se prouver qu'il a bien existé un jour. Et au milieu de ce mausolée personnel, son esprit d'ingénieur cynique reprend le dessus. Il s'approche de l'immense baie vitrée de son appartement. Il regarde le vide en bas. Il sait qu'il se trouve à peu près à 100 mètres d'altitude. Et là, de tête, il se met à calculer les paramètres de son propre suicide avec une froideur effarante. La physique de la chute. Il utilise la constante gravitationnelle. Il évalue la résistance de l'air. Et il arrive à cette conclusion d'une précision diabolique. La chute durera exactement 4 secondes et demie. L'impact au sol se fera à une vitesse de 159 km/h. Comment on peut traiter sa propre mort avec autant de détachement ? Il conclut même son calcul mental par une phrase d'un cynisme sidérant, en se disant que 4 secondes et demie de terreur, finalement, pas de quoi en faire un drame. Ce cynisme poussé à l'extrême, cet humour noir et clinique, c'est en réalité le tout dernier bouclier de Florent Claude. S'il mathématise sa mort, s'il la transforme en un simple exercice de physique de classe préparatoire, c'est pour s'empêcher de ressentir le vertige absolu de son échec. C'est infiniment plus facile à supporter qu'un effondrement moral. Sauf que le récit ne nous laisse pas sur cette simple note nihiliste. Sous cette carapace de sarcasme, dans les toutes dernières pages de l'histoire, on entend un véritable cri d'agonie spirituelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de dimension mystique ? Absolument. L'histoire suggère une idée bouleversante. Florent Claude réalise que ces fameux éblouissements amoureux qu'il a vécus dans le passé avec Kate ou avec Camille
n'étaient peut-être pas de simples réactions chimiques hasardeuses de son cerveau. L'histoire avance l'hypothèse que ces instants de grâce absolue étaient en réalité des signaux divins. Des directives envoyées pour montrer le chemin du salut. Mais lui, représentant archétypal de l'homme occidental moderne, endurci par le confort, par son ego et finalement par la chimie du Captorix, a refusé de voir ces signaux. Il a délibérément laissé passer la grâce. Il s'est cru plus malin que l'amour. Et le résultat, c'est cette condamnation terrifiante, finir emmuré vivant à l'intérieur de sa propre chimie, totalement incapable de ressentir quoi que ce soit. Ce constat laisse un goût de cendre. Et le génie de cette histoire, c'est qu'elle nous maintient dans un suspense irrespirable jusqu'au bout. On est là, dans ce studio du 13e arrondissement, et la question reste entière. Florent Claude va-t-il ouvrir cette baie vitrée ? Est-ce que ce vol balistique de 4 secondes et demie va devenir une réalité pour faire taire l'angoisse une bonne fois pour toutes ? Ou est-ce que l'armure moléculaire du médicament, qui montre déjà de sérieuses failles, va s'effondrer d'elle-même, le condamnant à mourir lentement de tristesse, rongé de l'intérieur ? On tourne la dernière page en retenant son souffle, avec cette incertitude qui vous colle à la peau. Si on prend du recul sur tout le parcours de ce personnage, l'histoire nous jette à la figure une question profondément dérangeante sur notre mode de vie actuel. Notre époque est complètement obsédée par l'éradication de la moindre douleur. On veut lisser toutes les frictions, que ce soit par des pilules anesthésiantes, par des algorithmes qui prédisent nos désirs ou par un confort matériel absolu. Mais en fuyant systématiquement le chagrin et la tristesse, ne sommes-nous pas en train de saboter notre capacité même à ressentir la vie ? C'est la vraie question. La souffrance, les larmes, les regrets insoutenables. Et si tout cela n'était pas un bug du système humain, mais précisément le prix d'entrée obligatoire, le péage indispensable pour avoir accès à l'amour véritable. À vouloir obstinément tuer la douleur, on a peut-être fini par tuer l'amour avec. Quelle réflexion vertigineuse! Pour savoir si Florent Claude Labrouste trouve finalement une once de rédemption à la dernière seconde ou s'il choisit le vide définitif, il est vital de se plonger dans cette histoire. C'est une claque magistrale qui oblige quiconque s'y aventure à regarder en face ses propres lâchetés et ses propres compromissions avec la vie moderne. On n'en ressort pas intact. Bonne lecture ou bonne écoute. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.